à une vitesse grand V. Donc, on est conscient qu'il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à intégrer, d'où l'objectif aussi de cette multitude de webinaires qu'on essaie de mettre en place pour essayer d'approcher sous des angles différents ces évolutions réglementaires. Sur cette question particulièrement, je pense que Sadia, avec son expérience au sein de sa société Atoxygène, va apporter des éléments très, très concrets, brassera les obligations réglementaires. Et puis, après, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, on vous enverra le diaporama où vous retrouverez un peu toutes ces coordonnées pour pouvoir la contacter directement si vous avez besoin de continuer à discuter avec elle. Donc, je pense que, sans plus tarder, Sadia, je te laisse prendre la main, en profiter aussi pour présenter tes nombreuses activités pour ceux qui ne te connaissent pas. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à animer cette séance sur cette loi AGEC et les perturbateurs endocriniens. Donc, je suis Sadia Matassim, je suis fondatrice ou cofondatrice de la société Atoxygène, qui est une CRO qui travaille sur les essais précliniques et tout ce qui concerne la toxicologie et en particulier les perturbateurs endocriniens pendant presque une quinzaine d'années aujourd'hui. Je suis également cofondatrice d'une nouvelle société dans le domaine des dispositifs médicaux qui est Health+. Et donc, je serai à votre écoute sur les problématiques qui concerneront que ce soit les perturbateurs endocriniens ou ce qu'on appelle les CMR, carcinogènes, mutagènes, reprotoxiques. C'est un petit peu mon cheval ou mon bâton, mon cheval de bataille. Et je pourrais vous apporter effectivement l'aide nécessaire pour pouvoir vous en sortir par rapport à ces thématiques. Donc, sans plus attendre, je pense que je vais partager l'écran avec vous et on va commencer la présentation. Les perturbateurs endocriniens, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Ils font partie aujourd'hui des substances dangereuses comme les CMR, qui sont les carcinogènes, mutagènes, reprotoxiques. Et aujourd'hui, bientôt, je pense qu'on verra sûrement cet acronyme de CMR-PE qui va commencer à apparaître sur le paysage, que ce soit réglementaire ou même sociétal. Je parlerai du décret 2021 qui est apparu le 23 août 2021 et qui est applicable à partir de janvier. Et ce décret, au fait, il fait partie de la loi AGEC. Alors, avant de vous parler de ce décret et avant de vous parler de la réglementation, je vais quand même vous définir ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Donc, la problématique des perturbateurs endocriniens est apparue il y a une trentaine d'années et c'est une dame américaine qui a commencé à travailler sur la thématique, qui était au Colburn, qui travaillait énormément sur tout ce qui est produit environnemental et puis surtout sur l'écosystème avec les oiseaux, avec les poissons qui commençaient à se féminiser, avec des animaux qui apparaissent avec des micropénis. Et donc, elle a introduit cette partie de la toxicologie qui n'était pas du tout connue à l'époque et qui disait qu'il y a des produits qui sont dans l'environnement et qui perturbent notre système hormonal et qui provoquent effectivement un leurre hormonal. La définition est arrivée de manière officielle il n'y a pas longtemps, c'était en 2016. L'Europe a enfin donné une définition par rapport aux perturbateurs endocriniens en disant que, considéré comme perturbateur endocrinien, toute substance chimique active naturelles, parce que les gens confondent souvent que ce sont des substances de synthèse. Non, des substances naturelles peuvent être également des perturbateurs endocriniens qui vont altérer ou modifier le système hormonal en interagissant ou en interférant avec l'activité hormonale
normale et conduisent à des effets nocifs via l'activation des récepteurs qu'on a au niveau de nos cellules. Alors moi j'aime beaucoup cette définition de l'agence de l'EPA qui est très claire et nette. Elle dit que c'est un agent exogène qui interfère avec la production, la libération, le transport, le métabolisme, la liaison, l'action et l'élimination des ligands naturels responsables du maintien de l'homéostasie qui est l'équilibre biologique de nos organismes et de la régulation du développement de l'organisme. Alors, c'est quoi un système hormonal? Mais bon, ça, je vais le faire de manière très rapide. Un système hormonal, il est, comment dire, il y a un orchestre, un chef d'orchestre qui est l'hypothalamus et qui donne des ordres à toutes nos glandes au niveau de notre système, au niveau de notre organisme, et donc qui interagit tout le temps avec le pancréas, avec la thyroïde, avec notre système reproducteur qui sont les ovaires et les testicules chez l'homme. Et donc, c'est lui qui donne le là. Quand on a besoin d'une synthèse d'hormones, eh ben, c'est lui qui va dire là, on est en teneur faible, donc du coup, il va falloir en synthétiser. Et quand on en a beaucoup, eh ben, il va dire ben, maintenant stop, on inhibe. Et donc, du coup, on va réguler comme ça notre homéostasie par rapport à notre système endocrinien. Alors, comme je l'ai dit, le chef d'orchestre, c'est l'hypothalamus. Effectivement, l'hypothalamus, il fait ce qu'on appelle, il tweet tout le temps, en fait. C'est un système de communication entre le système nerveux et le système endocrinien. Donc, il faut savoir que le système nerveux, comme vous avez une action, elle est immédiate. Donc, il y a une réaction brève et localisée qui est immédiate. Si je vous pique, par exemple, vous allez sentir la douleur. C'est tout ça pour vous expliquer que le système endocrinien, lui, il va agir de manière lente, continue et diffuse. Et donc, les effets, on va les voir beaucoup plus tard. Et ça peut prendre des fois 10 ans, 15 ans pour avoir un dérèglement ou une dérégulation par rapport à notre homéostasie. Alors, les hormones, c'est quoi effectivement? C'est un système de communication qui existe entre le système nerveux et immunitaire et entre les hormones qui sont des clés et qui vont interagir avec ce qu'on appelle des récepteurs qui sont des serrures. Donc, du coup, la perturbation, elle va se situer entre les clés. Donc, si jamais on a une clé qui va reconnaître le récepteur qui est destiné à une hormone, eh ben, il va la prendre en charge et il va la traiter comme si c'était une vraie hormone et comme si c'était quelque chose qui vient effectivement de notre système endocrinien. Alors, tout ça nous a amené, comme vous voyez, qu'un perturbateur endocrinien, il peut donner un leurre par rapport à notre système et à notre équilibre des fonctions vitales. Eh bien, le législateur était quand même obligé de légiférer et aux agences, justement, de réglementer ces substances qui peuvent avoir ce pouvoir ou ces propriétés de perturbation endocrinienne. Et donc, pourquoi légiférer? Parce que justement, les conséquences des perturbateurs endocriniens sur la santé humaine sont dramatiques. Et il y a une explosion depuis une dizaine, une quinzaine d'années de pathologies qu'on ne voyait pas ou qu'on ne pouvait pas détecter à l'époque parce que ça prenait beaucoup plus de temps, mais qui était beaucoup plus, c'était devenu beaucoup plus rapide. Donc, par exemple, les maladies d'Alzheimer, Parkinson, schizophrénie, on a aujourd'hui des études, mais beaucoup d'études, pas qu'une, des études scientifiques qui démontrent bien qu'il y a un lien direct entre les perturbateurs endocriniens et ces pathologies qui apparaissent tout le temps. Il y a également une apparition assez importante de cancers, des testicules, prostate, enfin tous les cancers qu'on voit aujourd'hui, la thyroïde également. Quand on voit ce qui s'est passé justement dans l'est de la France avec des polluants sur le Rhin et même au niveau du Rhône-Alpes, il y a énormément de cancers de thyroïde qui sont dans cette région-là. Il y a également le diabète et l'obésité, on en parle énormément. Mais aujourd'hui, il y a justement des études scientifiques, mais pour l'instant, le législateur n'a pas encore trouvé la relation entre justement ces perturbateurs endocriniens et ces pathologies qui apparaissent. Alors, quelles sont les phases critiques pour
de l'action de ces perturbateurs endocriniens. Comme vous pouvez le voir, c'est la partie embryonnaire et fétale. En fait, c'est quand la femme est enceinte, et donc c'est là où on a énormément de dégâts qui apparaissent quand on est imprégné ou quand on est en contact avec ces perturbateurs endocriniens. Il y a des études qui démontrent ça, des études américaines et canadiennes. Malheureusement, en Europe, on n'est pas encore d'accord pour faire ce genre de choses, mais en tout cas, les études existent et vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Alors, comme je l'ai dit, effectivement, il y avait un besoin de légiférer et de réglementer car les conséquences sont énormes sur la santé humaine, animale et sur les écosystèmes. Alors, quelles sont les réglementations? Les réglementations, elles sont nombreuses. Le premier règlement qui a parlé des perturbateurs endocriniens, c'est le règlement REACH qui est apparu en 2006. Et donc, il mettait en garde sur les substances qui sont extrêmement préoccupantes et qui sont soumises à l'autorisation de la Commission européenne. Et parmi ces substances, donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est CMR, donc carcinogènes ou cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, les substances qui sont très persistantes et enfin, toutes les substances très dangereuses finalement. Et les substances préoccupantes ayant des effets graves et réversibles sur l'être humain, l'environnement, tels que les perturbateurs endocriniens. Après, vous avez toutes les autres réglementations qui en parlent. Donc, la réglementation sur les pesticides, sur les biocides, la directive cadre eau, également le règlement des cosmétiques et la réglementation sur les dispositifs médicaux qui en parlent dans le chapitre 2, section 10.4. Après, après les textes européens, la France également voudrait vraiment faire partie des nations qui mettent ce problème des perturbateurs endocriniens comme un problème majeur. Et ça, c'était dans le cadre de la... dans le cadre du SNPE, c'est la stratégie nationale des perturbateurs endocriniens en 2019. Ils ont commencé à parler justement des perturbateurs endocriniens et puis surtout à former les gens, à informer les gens, à faire attention, à faire une liste sur tous ces produits qui sont très très dangereux. Donc le texte français sur lequel on va se baser aujourd'hui avec le règlement sur les dispositifs médicaux, c'est le texte de la loi dite AGEC. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette loi? Cette loi, elle a pour objectif de renforcer l'information des consommateurs, de créer un indice de réparabilité, de nouvelles règles en matière de réemploi et de réutilisation. On va parler enfin c'est comme un syndrome, en fait, c'est le syndrome 3R. En fait, il faut à chaque fois veiller à ce que les produits puissent être safety et puis qu'on puisse les réutiliser par la suite pour réduire le gaspillage, l'interdiction de détruire les invendus et la restriction des produits plastiques à usage unique et pas que. Donc, le contenu de cette loi, il est à peu près, il y a 130 articles. Et puis, parmi les parties qui sont importantes pour nous, c'est cette partie-là, puisque l'article qui nous intéresse et qui va donner naissance à ce décret, c'est favoriser les méthodes 3R, réparabilité, réemploi, réutilisation, ainsi que l'économie de fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage. Donc, sans plus attendre, on va parler justement de cet article 13 qui a fait l'objet d'un décret qui est apparu en août 2021 et qui est applicable à partir de janvier 2022. Donc, qu'est-ce qu'il dit cet article? Toute personne qui met sur le marché des produits qui, au terme de leur fabrication, comportent des substances dans l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qualifie avec des propriétés de perturbation endocrinienne avérées ou présumées, met à disposition du public par voie électronique dans un format ouvert, aisément réutilisable, exploitable par un système de traitement automatisé pour chacun des produits concernés. Bon, enfin, tout ça, vous le trouverez dans le décret, je n'ai pas besoin de le détailler. Alors, pour certains produits, pour certaines catégories de produits, et donc ça, c'est l'ANSES qui va le préciser,
même s'ils font pas, même si la perturbation endocrinienne n'est pas avérée ou présumée, parce que ça sera la classification en fait des perturbateurs endocriniens, ce sont les phases de risque, ils pourraient être soumis justement à la même obligation que le 1. Donc, ces modalités sont expliquées dans ce décret dont on a parlé il y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'elle permet, cette loi, ou quel est l'impact de cette loi? La loi, elle va impliquer un renforcement et une transparence de l'information des consommateurs. Ça, c'est vraiment le point clé, parce qu'il fait partie aussi de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Et on doit mettre à disposition une liste des produits identifiés avec des propriétés perturbant le système endocrinien, donc par rapport à une substance. Et donc ça, la définition, elle est dans le règlement REACH, je pense que c'est l'article 3 ou un truc comme ça. On définit ce que c'est qu'une substance, que c'est qu'un mélange, que c'est qu'un dispositif médical par rapport au MDR, et les articles, les denrées alimentaires, les produits biocides et phytopharmaceutiques et cosmétiques. Alors, dès la publication, le deuxième point concerne le délai de mettre à disposition cette liste. Au fait, dès qu'il y a publication de l'arrêté fixant la liste des substances perturbatrices endocriniennes, le fabricant a 6 mois pour mettre à disposition la liste pour le consommateur et pour informer justement la population. Le troisième point, et donc ça c'est la douloureuse, si on ne respecte pas cette loi, il y a une amende qui est de classe 5, qui va être appliquée, qui peut aller de 1 500 à 7 500 € et qui peut être doublée si jamais il y a récidive. Donc, juste pour apporter une information à l'auditoire, l'ANSES a publié une préliste de perturbateurs endocriniens en avril 2021, mais c'est une préliste, elle n'est pas encore complète. Alors, qu'est-ce qui change justement en janvier? Effectivement, le fabricant a une grande responsabilité sur les produits qu'il va mettre sur le marché, et ce depuis la conception. Parce que, pourquoi je dis et ce depuis la conception de ces produits? Parce qu'après, il doit aussi envisager comment gérer le déchet, la gestion de ces déchets. Par exemple, si on prend l'exemple des DM, dans le chapitre 2 du règlement, et donc dans cette section 10.4, il faut traiter justement les substances CMR et les substances avec des propriétés perturbant le système endocrinien. La loi AGEC exige la prise en charge par le fabricant donc de la gestion de ces déchets, que ce soit électrique, électronique, emballage destiné à recueillir les déchets. Par exemple, quand vous avez des petits dispositifs où vous devriez faire des tests, où vous devriez vous piquer vous-même, et bien vous devriez gérer ces déchets-là que vous mettez à disposition des officines. Et la troisième chose, les producteurs et les distributeurs du matériel médical, surtout concernant les pièces détachées, doivent mettre à disposition des pièces détachées dans un délai minimal défini par décret qui va être au moins de 5 ans. Donc, on ne peut plus mettre sur le marché des produits et on ne pourra plus retrouver, enfin, dans les pièces détachées ne seront pas disponibles au moins pendant 5 ans. Donc ça, c'est ce qui change le 1er janvier 2022. Alors, vous allez me dire, mais d'accord, il y a tous ces produits, mais où est-ce qu'on les trouve? Et en fait, vous les trouvez un petit peu partout. Dans les cosmétiques, dans les dispositifs médicaux, dans l'agroalimentaire, même au niveau du recyclage, parce que dans le recyclage, on va trouver des nanopolluants, des micropolluants, des métaux lourds qui sont connus pour être des perturbateurs endocriniens. Dans l'industrie plastique, avec les phtalates, les bisphénols et tous les antioxydants, enfin tout ce qu'on utilise dans cette industrie qui est très très polluante. Dans l'agriculture, puisque vous avez également les pesticides, les antifongiques, les insecticides, et également, comme je l'ai dit, dans l'agroalimentaire avec les additifs alimentaires et puis tous les produits également qu'on retrouve à l'état de trace qui sont utilisés en agriculture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je ne vous vois pas, mais n'hésitez pas à me poser des questions et à m'arrêter si je vais très vite. Alors ici, je vous présente une petite liste qui n'est pas officielle, donc il faut vraiment le savoir, mais c'est une liste qu'on présente qui représente les perturbateurs endocriniens. Donc cette liste, elle a été, comment dire,
élaboré à partir donc de sites qui travaillent énormément sur les perturbateurs endocriniens, des sites canadiens parce qu'ils sont vraiment très très en avance par rapport à l'Europe. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on s'aperçoit, bon, ben, les pesticides, ça c'est un petit peu logique, beaucoup de pesticides aujourd'hui sont avérés perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, il y en a 46 aujourd'hui que l'Europe a mis sur sa liste. Mais il y en a à peu près plus de 3000 qui sont dans le collimateur. Donc, comme vous voyez, on est vraiment très, très, très loin de ces 3000 qui sont déjà publiés dans des sites canadiens. Alors, vous avez également les huiles essentielles. Les gens pensent que une huile essentielle, elle est naturelle, donc elle ne provoque rien. Mais si, les huiles essentielles, quel que soit ce que vous pourriez utiliser, ben, ça a une activité soit oestrogène-like, soit elle va interagir avec la thyroïde. Les mycotoxines qu'on retrouve souvent dans les céréales et dans le blé, par exemple, ou l'orge, ou un certain nombre de choses. Les métaux lourds, et puis les additifs alimentaires. Alors, une fois qu'on a présenté tout ça de manière générale, là maintenant, je vais plutôt vous parler des exigences générales de sécurité selon le règlement des dispositifs médicaux. Donc, il y a effectivement une attention particulière à réduire les substances qui ont un caractère perturbateur endocrinien ou CMR. Donc, ceci passe parce que des fois, on n'a pas la possibilité de remplacer un produit, mais ça passe quand même par une analyse de risque pour estimer l'exposition potentielle et puis surtout le public qui va être exposé, parce que si on a par exemple une personne de 70 ans qui va recevoir une prothèse de hanche ou de genou, le risque ne va pas être le même que quand on va s'adresser à un nouveau-né en néonate ou un bébé qui fait 3 kilos. Donc là, l'analyse de risque, elle va être prise de manière différente. Donc, effectivement, voir s'il y a une substitution possible et puis surtout l'argument rapport bénéfice-risque. Et là, vous pouvez le trouver dans ce document-là, le CHIR, qui indique justement qu'il y a une approche très, très intéressante pour évaluer les bénéfices-risques par rapport à un produit ou par rapport à un matériau. Dans le cas des plastiques, on va être vigilant par rapport aux extractibles et aux relargables. L'extractible, c'est tous les composés qui vont être extraits du contenant en présence d'un soluté ou d'une solution. Et les relargables, ben, c'est tout ce qui va migrer du contenant vers le contenu. Alors là, je vous donnerai des exemples qui sont très précis, qu'on retrouve beaucoup dans les dispositifs médicaux. L'phtalate, par exemple. L'phtalate, c'est utilisé pour rendre les plastiques souples. On les trouve dans les tubulures et dans les poches. Ces phtalates sont vraiment à risque en pédiatrie, en maternité et en néonate. Alors, effectivement, quels sont les risques? Il peut y avoir des échanges au niveau transfusionnel quand on fait une oxygénation ou quand on est en présence d'une nutrition parentérale. On regardera après comment le phtalate peut vraiment donner un leurre ou tromper notre système endocrinien. Alors, il y a le cas également du bisphénol A qui est utilisé dans les polycarbonates. Donc, c'est tous les plastiques qui sont un petit peu durs. Donc, il sert à polymériser les plastiques. Le polycarbonate, on les trouve dans les petites coupelles qu'on utilise en alimentaire, mais pas que. On peut également les retrouver. Avant, c'était dans les biberons, mais maintenant, on en retrouve également un petit peu, parce que nous, on a fait des études sur cette thématique-là, dans les nouveaux plastiques qui sont faits à base de tritan. Le tritan, c'est ce qui a remplacé un peu les polycarbonates. Donc, effectivement, les produits concernés, ben, ce sont les dispositifs médicaux. Il y a eu une alternative de remplacement du bisphénol A, on a utilisé le bisphénol S,
qui est aussi un perturbateur endocrinien suspecté. Alors, d'autres produits également qui vont avoir des problèmes par rapport aux dispositifs médicaux, le cobalt. Le cobalt, il fait partie d'alliages qu'on utilise beaucoup dans les matériaux implantables, dans les prothèses, en fait. Donc, en 2021, il a été classé comme toxique pour la reproduction. Et donc, des fois, on a des produits qui peuvent être toxiques pour la reproduction, mais qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens. Or là, il s'agit d'un métal et on sait l'expérience nous montre que, par exemple, les métaux lourds sont des perturbateurs endocriniens. Donc, à mon avis, le cobalt, il ne va pas tarder à être classé comme un perturbateur endocrinien. Donc, il va être soumis à se conformer aux nouvelles exigences. Justement, depuis 2021, il y a des alertes sur ce métal-là. On parle dernièrement, on a beaucoup parlé des respirateurs, de la société Philips. Voilà, tout à fait, merci. Et donc, il y a des mousses. Ces mousses, elles sont souvent utilisées dans du matériel médical parce qu'elles sont insonorisantes. Alors, ces mousses, ils sont fabriqués à base de fibres comme du polyester, polyuréthane, polyéthylène et tout ça. Et souvent, ces mousses, alors dans d'autres domaines, on les traite avec des produits pour éviter que si jamais le matériel prend feu, eh bien que ça ne s'enflamme pas. Et donc, souvent, ils sont traités par des retardataires de flamme. Alors, dernièrement, effectivement, ces mousses-là, il y a eu des petites fibres qui ont été détachées. Donc, on sait que ces fibres, elles sont cancérigènes, mais ce n'est pas impossible aussi qu'elles soient imbibées ou imprégnées de produits qui sont des perturbateurs endocriniens. Alors, comment, justement, j'ai donné tout à l'heure les deux exemples concernant les plastiques, comment ces produits vont tromper notre système hormonal. Alors, si je prends l'exemple des phtalates, alors vous voyez un petit peu la formule chimique, on a effectivement un noyau benzène, il y a des radicaux OR qui sont aux extrémités. Et je vous présente ici deux hormones naturelles, on a l'œstradiol et l'hormone thyroïdienne. Donc, si on regarde comment le phtalate va se superposer sur l'œstradiol, on voit très bien que s'il se présente au récepteur aux oestrogènes, eh bien l'oestrogène, il ne va pas faire la différence avec l'œstradiol, il va le prendre justement comme si c'était un oestradiol. Et c'est comme ça que les perturbateurs endocriniens trompent notre système hormonal. Si on fait la même chose par rapport à l'hormone thyroïdienne, eh bien vous voyez très bien qu'il y a également toute cette partie-là qui est presque identique et qui va être reconnue par les récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Alors, après, on va regarder également le cas de bisphénol A. Comme vous pouvez le voir, il a également deux noyaux benzéniques et comme vous voyez ici, les hormones thyroïdiennes et les stéroïdes et les hormones thyroïdiennes, il y a énormément de noyaux phénoliques. Et donc, c'est ça qui fait que effectivement, ces molécules, elles trompent vraiment le système parce qu'effectivement, elles donnent à l'heure à nos récepteurs et effectivement, ils sont pris en charge par les récepteurs et ils donnent l'impression, enfin, soit ils vont inhiber justement la libération des vraies hormones, ils vont avoir un effet antagoniste, soit ils vont vraiment mimer l'activité de nos hormones et là, ils vont avoir un effet, ce qu'on appelle un effet agoniste. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, on a parlé des perturbateurs endocriniens, on a parlé du nouveau règlement sur les dispositifs médicaux et on a parlé justement du décret qui est issu qui donne les modalités d'application donc de la loi AGEC par rapport aux perturbateurs endocriniens. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va conclure par rapport aux dispositifs médicaux?
il y a une responsabilité qui a été élargie parce que jusque-là, effectivement, le fabricant, sa responsabilité était limitée par rapport à la fonctionnalité d'un produit ou par rapport aux performances ou un certain nombre de choses. Mais par contre, aujourd'hui, il est non seulement responsable du dispositif médical qu'il va mettre sur le marché, mais il est aussi responsable des substances qu'il va utiliser pour pouvoir produire son dispositif médical, parce qu'il va gérer à la fin les déchets de ces dispositifs médicaux. Donc, le règlement nous dit qu'il faut justifier si les substances ne sont pas CMR, donc par rapport à la santé humaine, mais pas que, parce qu'après, il va falloir, on va les retrouver dans la loi AGEC, parce qu'il faut gérer les déchets. L'étiquetage avec des symboles normalisés qui vont indiquer la présence des CMR-PE, donc comme le phtalate, enfin, par exemple. La prise en charge par le fabricant de la gestion de ces déchets, que ce soit électrique, électronique, les emballages, enfin tout. L'obligation pour le fabricant et les distributeurs de la disponibilité des pièces détachées pendant au moins 5 ans. Créer un indice 3R, comme je l'ai dit tout à l'heure, réparabilité, réemploi et réutilisation, et interdire la destruction des invendus. Voilà, j'ai fini et je vous remercie donc de votre attention. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sadia, pour cette intervention. Du coup, je pense que l'idée, c'est d'échanger ensemble et de débattre. Donc, je vous laisse ouvrir vos micros et poser vos questions directement à Sadia par rapport à ce qui vous a intéressé et puis ce qui vous a amené surtout. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt, vous avez des questions peut-être que vous voulez poser et peut-être des cas, des situations concrètes que vous voulez peut-être soumettre à Sadia pour qu'elle vous réponde. Si je peux. Bonjour Sadia. Pour les timides, il y a aussi la possibilité d'utiliser le chat, hein, mais c'est vrai qu'on est peu nombreux. Donc, on n'est pas nombreux. N'hésitez pas. Bonjour Sadia. Bonjour. Merci pour cette présentation, c'était très clair. Pour ma part, je n'ai pas spécialement de questions, mais voilà, c'était surtout par curiosité que j'ai participé à ce webinaire. C'est vrai que c'est un sujet que je ne connais pas trop parce que je n'ai pas trop à traiter quotidiennement, le côté perturbateur endocrinien, mais c'est très intéressant de voir comment cette approche réglementaire pour le dispositif médical. Donc, merci beaucoup. Ouais. Alors en fait, ça va faire partie de l'ISO 10993-17, oui. Et donc à un certain moment, la question va se poser. Bien sûr. Alors, il y avait une question sur le formulaire d'Audrey Raffard qui posait la question quelles sont les substances qui pourraient être ajoutées sur le moyen terme à la liste des perturbateurs endocriniens à déclarer aux consommateurs? Alors, je n'ai pas la réponse par rapport à ça parce que malheureusement, moi, si c'était moi, j'aurais mis les 3000. Mais malheureusement, les études qui sont réalisées justement par rapport aux perturbateurs endocriniens, juste pour que vous puissiez comprendre le chemin, la première des choses, l'ANSES choisit tous les ans 3 à 4 substances pour pouvoir les amener jusqu'au bout. Quand je dis amener jusqu'au bout, ça veut dire qu'il y a une étude des fois sur 36 mois à faire sur des études in vivo. Ça prend énormément de temps et donc après démontrer justement que c'est reprotoxique et puis en plus ça perturbe les hormones et donc le suivi des fois est très très compliqué. Donc, les substances qui sont aujourd'hui dans le collimateur, je pense qu'il y a la généséine qui n'est pas encore, mais je ne sais pas si elle est dans les 46 ou pas, en alimentaire parce qu'effectivement, elle est issue du soja et donc pour toutes les personnes qui sont véganes et qui ne mangent plus que des produits à base de soja, je pense qu'il y a des études qui sont en cours. J'avais une autre étude, je vais regarder, parce que je ne les ai pas toutes en tête.
Mais ça, je pourrais vous l'envoyer au fait. Hein. Je vais regarder, je peux vous envoyer ça par mail. Il y a peut-être une dizaine de molécules qui sont vraiment qui sont en cours d'évaluation et qui vont apparaître, dans pas longtemps. Donc, on a les colorants, effectivement, certains colorants comme la tartrazine, le jaune de quinoléine qui est suspecté et donc qui est en cours d'études. Il y a l'acide glutamique qu'on utilise beaucoup, hein, c'est ce qu'on appelle l'umami. Là. Il y a le stéviol, la stevia, tous les gens qui prennent les sucres. Des sucres, pas des sucres, mais bon, des plantes à sucre. Là, il y a des études effectivement qui sont en cours d'évaluation. Il y a l'éthylparabène, l'acide benzoïque, et puis plein d'autres. Donc, effectivement, j'ai parlé de la génistéine. Le bisphénol A, effectivement, aujourd'hui, il est avéré. Mais le bisphénol S, qui est aussi un perturbateur endocrinien, et ben, on est en train de faire également des essais là-dessus. Mais sinon, je pense, on est au début d'une histoire, donc du coup, ça va prendre énormément de temps. La cancérogénèse, par exemple, on a commencé à faire vraiment les vraies études et à classer les molécules à partir des années 70. Donc, il a fallu beaucoup de temps avant de réglementer et de mettre les essais. Aujourd'hui, avec la stratégie nationale des perturbateurs endocriniens et l'Europe, on est en train de mettre en place aussi des études réglementaires pour pouvoir dire, ben voilà, ça c'est vraiment avéré, ça c'est non, comme ce qu'on avait fait dans le passé dans la génotoxicité qui était préliminaire de la cancérogénicité. Donc aujourd'hui, on a quelques essais pour évaluer les perturbateurs endocriniens, donc surtout les stéroïdes, tout ce qui est hormones sexuelles, mais on n'a pas des études réglementaires pour voir l'effet sur la thyroïde, par exemple. Donc, ça va prendre un peu de temps. Mais on a les moyens de dire, au moins des moyens préventifs, en fait, de dire attention, par une expertise des éléments, des molécules chimiques, on peut être sûr que ça pourrait éventuellement provoquer un certain nombre de choses. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le contenu était parfaitement clair, semble-t-il, mais n'hésitez pas. Hein, on a Sadia avec nous pour 7 heures, donc. Ça aurait été bien d'avoir peut-être l'avis parce qu'on a Mélanie Villeray qui est du CH de La Rochelle, cette vision un peu de l'hôpital, comment est-ce quel intérêt a aujourd'hui une structure hospitalière pour ces questions, si elle veut bien prendre la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'avais vu passer effectivement l'invitation à ce webinaire et je m'y suis intéressée particulièrement parce qu'on est en train de réfléchir à la mise en place d'un projet de recherche en collaboration avec l'Université de Poitiers autour de la thématique des perturbateurs endocriniens. Alors, du coup, nous, ce n'est pas forcément dans les dispositifs médicaux, mais c'est plutôt d'envisager de mettre en relation en fait l'exposition des femmes enceintes à ces substances et de voir comment les en informer au cours de leur grossesse peut impacter leur comportement et donc améliorer leur connaissance aussi de ces substances. Donc, je me connectais parce que je suis en train de réfléchir à quel type de perturbateur endocrinien il pourrait être intéressant d'aller doser chez ces femmes enceintes. Parce que effectivement, quand on commence à s'intéresser au sujet, il y en a pléthore. Et donc, voilà, c'est dans cette idée-là que ce sujet m'intéresse particulièrement. Alors, juste pour votre information, nous avons, dans l'amélioration des connaissances, parce que dans l'axe SNPE2, parmi les 3 parties qui étaient intéressantes qui étaient
l'objectif au fait du CNP2, c'était l'amélioration des perturbateurs endocriniens par rapport à la population. Et donc, nous, on a eu, avec la région Nouvelle-Aquitaine, on a un projet, on travaille sur un projet sur cette thématique de l'amélioration des perturbateurs endocriniens. Et l'idée, c'est d'interroger les jeunes, même ça peut être aussi des jeunes femmes qui vont attendre un bébé, les interroger sur la consommation quotidienne. Et la consommation quotidienne, c'est tout, en fait, c'est l'alimentation, la partie cosmétique, qu'est-ce qu'ils se mettent sur eux, et puis l'hygiène corporelle, enfin bon, est-ce qu'elles étaient fumeuses, pas fumeuses, mais enfin pour les femmes enceintes en principe, on n'est plus fumeur. Et donc après faire une journée type de ces gens, de ces populations. Et puis après, aller doser justement avec une équipe à Poitiers qui font de la chimie, doser un certain nombre de perturbateurs endocriniens qui peuvent doser. Et puis nous, on regarde les effets biologiques. Donc, parmi les choses, nous, qu'on a mis dans notre petit questionnaire, sur les cosmétiques, il y a des choses à regarder. Sur les plastiques également qu'on peut, parce que les études américaines dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à la phase critique de grossesse, justement, ils ont trouvé des phtalates, ils ont trouvé des BPA, ils ont trouvé un certain nombre de choses. Ils ont même trouvé des produits qui n'étaient plus sur le marché, mais qu'ils ont trouvé quand même. Donc voilà, donc il y a ces études canadiennes et américaines que vous pourriez aller regarder parce qu'ils ont déjà fait un certain nombre de choses qui pourraient vous intéresser, ou sinon après on pourra en discuter ensemble sans aucun problème. Oui, ça serait super, effectivement, que je puisse lire ces références et que je me renseigne aussi à ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on ne pourra pas être exhaustif dans les études, hein. Il faudra faire un choix Un choix, tout à fait. Alors moi, j'ai juste un point que je vois aujourd'hui avec les jeunes femmes enceintes. Il y a quelque chose à chaque fois qui me fait sauter au plafond. Vous savez, avec les faux ongles, les résines qu'on met sur les doigts, et bien ça, c'est catastrophique voilà. Ça fait partie peut-être des choses que vous pourriez aller regarder et aller doser. Les résines qui servent à coller les faux ongles. D'accord. Non, mais je vous assure. Oui, alors après, je ne me représente pas quel type de PE il pourrait y avoir dans les résines, mais effectivement, je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais, au moins, je sais pas, il faut regarder le plus important. Si après, nous, on pensait plus à des matrices biologiques, hein, alors après, le choix n'est pas arrêté, hein, sur l'urine, le cheveu, ce type, même des prélèvements sanguins. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait, hein, les études américaines et canadiennes. C'était dans les urines qu'ils ont dosé les Oui, il y a une étude aussi, Esteban, Florence me dit, mais après, on pourra en discuter si vous voulez. Hein. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Parce qu'on a contacté Madame Mijon à Poitiers, c'est avec elle que vous voudriez... Alors, c'est avec le docteur Albouy, l'équipe de recherche du docteur Albouy, qui a fait toute une étude sur plusieurs années qui s'appelle Préved. D'accord. Qui a dosé des perturbateurs endocriniens et avant, après, justement, la mise en place alors c'est des ateliers qu'il proposait sous le format de 3 ateliers pour que les femmes prennent connaissance, déjà évaluer leurs connaissances et puis ensuite le changement des comportements suite à la réalisation de ces ateliers. Donc, on essaie de construire un projet autour de nous. À l'hôpital, on fait alors ça s'appelle des ateliers nesting, mais c'est un autre format de proposer aux femmes enceintes de prendre connaissance et de leur faire prendre conscience de ce qu'elles consomment et de ce qu'elles utilisent comme potentielle source de perturbateurs endocriniens. Et on essaie de réfléchir ensemble avec Poitiers à évaluer le bénéfice de ces ateliers-là, finalement, sur le changement des comportements. Donc là, pour l'instant, les discussions sont au tout début et on est dans la réflexion de qu'est-ce qu'on dose, qu'est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on choisit comme matrice en fonction de ce qu'on veut doser. Et on envisage même de mettre aussi des indicateurs de qualité de l'air avec des mesures à ce niveau-là au domicile des patients. Mais voilà, donc je m'en renseigne un peu dans ces thématiques-là pour essayer d'y voir un peu plus clair, parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire.
Oui. Et il faut trier un peu les informations. Donc, moi, je suis tout à fait contente si je peux lire des publications dont vous parliez, canadiennes, américaines, qui me permettront de m'orienter peut-être dans le choix de ces indicateurs-là. Donc, avec plaisir, on peut Alors, en discuter. comme vous pouvez, comme vous êtes en train de me le dire, les perturbateurs endocriniens, il y en a énormément. Sachez quand même que même si, alors, quand on parle avant d'analyse chimique, effectivement, on sait ce qu'on veut aller rechercher. Voilà, on se dit, bah, je vais chercher le bisphénol A, je vais chercher une molécule spécifique. Sachez aussi que, à l'opposé, nous, ce qu'on propose comme modèle biologique, il ne fait pas la différence entre un bisphénol A ou quoi. Ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'on a une activation des récepteurs. Donc, ça peut être un mélange, comme ça peut être une molécule spécifique qui n'est pas connue. Et donc, ça peut-être aussi compléter ce que vous êtes en train de faire, mais ça, on pourra en discuter. Oui, ouais. Super, bah merci. Très bien, merci. Je pense que merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Merci Sadia pour l'avoir animé et pour toutes ces informations. De toute façon, il est enregistré, on le mettra en live pour que les personnes qui sont intéressées puissent le revisionner. Et en tout cas, très bonne fin de journée à tout le monde. Oui. Et voilà, on vous enverra la présentation avec les coordonnées de Sadia. Si vous voulez tu peux la mettre en PDF et tu peux l'envoyer. C'est ça. Je crois que Julien, si tu veux dire, peut-être tu expliques, je crois que c'est ça, hein, c'est que tu envoies après. Je vais vous transmettre effectivement la présentation avec l'accord de Sadia, donc je vous envoie ça très prochainement. Et puis sachez que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, on est là aussi. On est devenus 2 spécialistes aujourd'hui dans les perturbateurs endocriniens. Il y a Florence et moi. C'est parfait, très bien. Merci beaucoup, très bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Allez, au revoir. Ça, c'est bien.